Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de rentrée. Salut les amis! Moi je fais pas de rentrée cette année, mais je me suis dit que j'allais vous donner toutes mes petites astuces pour la rentrée, en tout cas pour ce qui concerne les écoles d'art principalement, mais peut-être que certains conseils peuvent s'appliquer à d'autres filières, voilà. Mais je vais parler par rapport à mon propre parcours, on va dire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à vous. Ici vous trouverez du coup des vidéos en lien avec l'illustration, mais sinon aussi en lien avec la seconde main et les vêtements. Donc voilà, il y a ces deux univers dans ma chaîne, donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai mon petit thé, mes petites notes, n'est-ce pas? Donc on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc, tout d'abord, on va parler un petit peu argent, même si je sais que en France, j'ai l'impression que c'est très tabou, mais peut-être un peu partout dans le monde, je ne sais pas. Donc moi j'étais étudiante boursière Crous, échelon vraiment dans les derniers échelons, et du coup c'est vrai que c'était un peu flippant de partir faire des études loin de chez moi. En fait j'ai fait une mise à niveau dans ma ville natale, à Angoulême, mais après j'ai voulu faire textile. Et textile, dans les écoles publiques, vous avez trois villes. Vous avez Paris, Roubaix et Lyon. Et en fait en train, le plus proche de chez moi c'était Paris. Donc pour moi c'était assez évident qu'il fallait que j'aille à Paris parce que niveau argent ça serait plus simple pour moi. Je savais pas si j'allais devoir rentrer souvent, si j'allais avoir des coups de blues ou quoi, donc je voulais ce côté un peu rassurant d'être près de la maison. Et puis de toute façon moi à l'époque c'était donc admission post-bac et on choisissait pas vraiment en fin de compte, on allait là où on était pris quoi. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc j'ai été prise à Olivier de Serres à Paris. Donc j'étais très contente, je suis partie donc m'installer en banlieue. Je n'ai pas vécu dans Paris une seule fois dans ma vie et j'ai pas envie. Honnêtement, je suis très contente d'être en banlieue. Je suis dans une banlieue assez proche, dans une ville vraiment très sympa, donc je m'en plains pas du tout. Mais niveau sous, voilà, j'ai très vite remarqué que les autres élèves avaient du matériel que moi je n'avais pas. Tout d'abord, moi quand j'ai commencé, j'avais un ordinateur PC avec Linux dessus. Donc en gros, le seul logiciel que je pouvais avoir c'était GIMP, je ne sais pas trop comment on dit, pour Photoshop, et sinon pour Illustrator c'était Inkscape, il me semble que ça s'appelait. Et alors pour InDesign, il me semble que ça s'appelait Scribus, mais j'ai jamais su l'utiliser, donc honnêtement je ne pourrais pas vous parler de ce logiciel. Et donc très vite je me suis rendu compte que ça allait être compliqué pour moi de travailler, puisqu'on nous demandait de créer des motifs. Et généralement, on vous demande de les créer des motifs all over, c'est-à-dire des motifs qui se répètent. Et donc, avant on le faisait sur papier et maintenant on le fait plus trop sur papier. Ça se fait sur ordinateur et sur Illustrator principalement. On peut aussi en faire sur Photoshop, mais voilà. Donc c'était très vite un peu compliqué. Donc j'ai dû apprendre à utiliser un peu ces logiciels Inkscape, GIMP toute seule. Même si ça ressemble, c'est quand même pas du tout pareil, je ne vais pas vous mentir. L'interface, elle a rien à voir. Les choses ne sont pas appelées de la même manière. C'est très dur de se faire à l'un et l'autre, donc j'ai essayé d'apprendre les deux parce qu'à l'école il y avait des ordinateurs. On n'avait pas d'ordinateur assigné, mais il y avait des ordinateurs qui étaient des Mac, et donc forcément dessus c'était la suite Adobe. Donc j'ai essayé d'apprendre un peu à jongler entre les deux, et j'ai eu vent d'une bourse qui existe, d'une fondation qui s'appelle la Fondation Odon Valley, qui donne des bourses à plein d'étudiants dans le monde, notamment aussi au Vietnam et au Bénin. Et dans des écoles d'art et des écoles d'ingénieurs d'ailleurs, donc si vous êtes ingénieur peut-être que ça peut vous intéresser. Et donc c'est sur à la fois critères sociaux et également critères de réussite. On vous demande vos bulletins, ce que vous avez accompli, quel diplôme vous avez déjà, etc. Ça demande pas mal de paperasse, mais honnêtement ça vaut vraiment le coup de le faire et de tenter sa chance. Voilà, moi j'ai aidé après un ami à faire son dossier aussi qui a été reçu, et donc c'est une bourse et vous pouvez l'avoir pendant 4 ans. Donc moi je l'ai eu pendant mon BTS et pendant mon DSA, et sans cette bourse je n'aurais pas pu continuer, je pense, mes études. Tout simplement parce que j'aurais jamais pu m'acheter le matériel qui était pas officiellement demandé mais qui était très fortement souhaité, on va dire. Et honnêtement j'aurais pas pu travailler avec autant d'aisance, de sérénité, et pourtant j'ai quand même eu des petits soucis d'argent des fois, ça et là, mais voilà, ça a permis vraiment à ce que j'ai une grande chance et que j'ai pu m'offrir vraiment du bon matériel de bonne qualité que j'ai toujours aujourd'hui.
Donc en ça, je leur en suis éternellement reconnaissante. Donc voilà, si vous êtes étudiant en art, que vous êtes boursier, je sais qu'il me semble qu'ils peuvent prendre des boursiers même échelon 3, je sais pas s'il y avait des 2 ou quoi, mais voilà, ils prennent des gens, ça dépend vraiment de votre parcours personnel. Voilà, moi je vous dis, moi j'étais échelon 6, mais il y avait des échelons 3, il y avait des 4, il y avait vraiment de tout, donc tentez votre chance. Après, c'est pas dans toutes les écoles d'art, moi je parle en tout cas des écoles d'art qui sont sur Paris et qui sont des écoles publiques. Voilà, mais peut-être qu'il y a des bourses similaires ailleurs, il faut se renseigner auprès de votre vie scolaire, des choses comme ça, ils peuvent avoir des renseignements. En tout cas, c'est vraiment un truc à faire si vous êtes sur Paris et que vous êtes boursier et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir vous payer un Mac, et ben n'hésitez pas à demander cette bourse. Voilà. Concernant donc tout ce qui est un peu parascolaire, qui peut être applicable du coup à d'autres écoles, je dirais, il vous faut bien évidemment un agenda, mais ce que je dirais c'est qu'en BTS j'étais contente d'avoir un agenda parce qu'on avait plusieurs projets et plusieurs profs vraiment différents et des cours, des rendus différents par cours. Donc l'agenda était très pratique parce que ça permettait vraiment de détailler les choses. Mais en DSA par exemple, l'agenda n'a servi à rien. Les 2 années je les ai pas utilisés. Et par contre ce que j'ai vraiment utilisé c'est un semainier. Parce qu'en fait on avait plus en DSA des deadlines, mais il y avait moins de petits rendus au jour le jour je dirais. Donc là ça dépend un peu de votre niveau scolaire et du nombre de profs que vous avez et ce qui vous attend. Mais peut-être qu'un semainier peut être plus adapté qu'un agenda. Moi en tout cas en DSA j'ai utilisé le semainier et j'ai pas du tout utilisé mes agendas, je les ai gâchés. Je les utilise comme carnet maintenant pour dessiner, mais voilà, je les ai pas utilisés en tant qu'agenda. Ensuite, concernant les impressions, parce qu'on va vous demander généralement des rendus papier, très souvent. En textile, on nous en a demandé je ne sais combien. En DSA, un peu moins, mais en textile, vraiment, on avait beaucoup de rendus papier. Et je vous conseille, si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, si c'est des petits rendus, qu'il n'y a pas besoin d'une grande qualité, vous avez des bureaux Vallée, des choses comme ça, qui sont plutôt abordables et qui produisent ce qu'il faut niveau qualité pour quelque chose qui n'est pas incroyable, je veux dire. Enfin, en tout cas, ça fait le job si vous n'avez pas besoin d'une qualité de dingue. Sinon, un peu au-dessus, il y a à Paris plusieurs imprimeries qui s'appellent Corep. Et moi je vous les recommande vraiment beaucoup. Ça paye pas mine comme ça, on dirait juste un truc de reprographie comme ça. Mais en fait ils font vraiment des impressions de bonne qualité. Ils ont un choix de papier assez varié et ça coûte pas cher du tout. Et voilà, et c'est fait rapidement. Franchement je vous les conseille parce que vraiment ça coûte moins cher que d'aller chez un très bel imprimeur. Et si voilà, vous avez des rendus et vous savez que ça va pas être gâché, mais bon, vous voyez, des fois on fait des impressions, on sait que ça va pas servir à grand chose, ça va juste servir aux profs pour nous noter, mais dans le fond c'est quand même un peu du gâchis de papier on va dire. Donc n'hésitez pas voilà, à aller chez Coreb. Je sais qu'ils ont pas mal aussi de papier recyclé, même si en ce moment c'est un peu compliqué avec les papiers recyclés parce que l'entreprise qui le fabriquait va arrêter, enfin bref. Donc je crois qu'ils ont encore des restes de papier recyclé en tout cas chez eux. Et donc vous pouvez imprimer sur ça. Moi c'est le papier que je préfère généralement quand je vais chez Coreb pour imprimer, c'est ce que je demande. Je trouve que c'est un papier qui a une belle qualité, qui a un beau rendu. Et puis ça ajoute quelque chose au fait qu'il soit recyclé, il a une petite texture qui est assez sympa. Voilà, donc voilà mes petits conseils impression. Mais après voilà, vous avez aussi des grands imprimeurs. Et nous par exemple pour les mémoires à Estienne, pour les mémoires de fin d'année, on a imprimé chez Launay, qui est vraiment une entreprise, ils font des choses, c'est magnifique quoi. Donc voilà, après si vous avez un autre budget, n'hésitez pas à faire bosser des petits imprimeurs comme ça qui sont très doués et talentueux parce que vraiment c'est des artistes en fait ces gens là, donc voilà. Concernant vos cartes de visite, parce que vous le verrez très rapidement, pour les écoles d'art en tout cas, il y a des journées portes ouvertes fin janvier et en fait c'est assez intéressant de laisser les cartes de visite, même si des fois faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui les prennent qui sont juste des futurs élèves et dans un sens c'est bien parce que c'est quand même une certaine manière de se faire un réseau, mais en même temps faites attention à ce que ça soit pas juste des gens qui prennent ça pour des cartes gratuites et jolies, voilà, parce que en tout cas si vous êtes à peu près vos sous comme moi, voilà, faites attention à ça. Moi je sais que du coup ce que je faisais c'est que je mettais soit des cartes un peu moins jolies où l'adresse mail par exemple avait été changée à la main parce que j'aime pas jeter les choses, donc voilà, je mettais d'abord celle-là et sinon après
j'en faisais imprimer directement à l'école que je coupais et que je mettais. Mais si après vous voulez des cartes de visite professionnelles, moi je fais tout le temps imprimer les miennes. Je l'ai fait 3 fois déjà chez l'entreprise Moo, M-O-O, qui est une entreprise spécialisée comme ça en impression de cartes surtout. Ils font aussi des autocollants, des petits flyers, mais ils ont une bonne gamme de cartes de visite. Vous pouvez prendre des designs déjà faits si vous avez un peu la flemme ou vous savez pas trop quoi choisir, et sinon vous pouvez personnaliser complètement. Ça change pas vraiment le prix d'ailleurs. Vous pouvez mettre jusqu'à 50 illustrations je crois différentes au dos de vos cartes, et après vous faites un seul recto. Et moi c'est ce que j'ai fait et j'aime beaucoup à chaque fois le résultat, je suis très contente, c'est très propre. Vous pouvez choisir coin pointu, coin arrondi, il y a plein de possibilités, et honnêtement profitez-en en tant qu'étudiant car il y a moins de 15% sur le site. Il faut juste farfouiller, c'est un petit peu en bas, il y a marqué Moo étudiant, il faut que vous cliquiez et que vous fassiez votre réservation via ce lien. Ou alors vous pouvez déjà faire toute votre réservation, cliquer sur le lien et ça l'applique après dans le panier. Mais voilà, c'est un peu en bas en petit. Et il n'y a même pas de justificatif à donner, je crois pas en tout cas. Bon, voilà, moi j'en ai profité parce que j'ai le statut étudiant là jusqu'à fin août, mais du coup j'en ai profité pour en racheter juste avant. Mais je vous conseille vivement puisque 15% ça fait quand même une petite différence. Ensuite on va passer à tout ce qui est numérique et qui donc coûte cher, on va pas se mentir. Donc tout d'abord l'ordinateur, donc moi j'ai d'abord eu celui-ci qui est donc un iMac 21 pouces, je l'ai eu du coup il y a 5 ans. 5 ans, et il marche très très bien, il commence un petit peu à être lent, il n'aime pas trop internet de manière générale, il a du mal à charger les pages. Par contre pour le montage de mes vidéos sur iMovie, il fonctionne très bien, donc comme quoi des fois je pensais que le montage allait le faire planter plus et en fait pas vraiment, c'est juste internet avec lequel il a du mal des fois. Sinon voilà, après moi j'ai la suite Adobe et ensuite j'ai dû faire un stage dans lequel il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas d'ordinateur je veux dire à disposition, donc j'ai dû m'acheter un ordinateur portable. Encore une fois tout l'équipement dont je vous parle, la plupart, tous les gros trucs en tout cas qui coûtent cher, je les ai achetés avec la bourse Odon Valley parce que jamais j'aurais pu les acheter autrement en fait, tout simplement. Donc j'ai d'abord acheté cet ordinateur là qui prenait une bonne partie de la bourse et des disques durs externes, des choses comme ça bien évidemment qui vont avec. Et donc 2-3 ans après j'ai dû m'acheter, pendant que j'étais en DSA, un ordinateur portable. J'ai longtemps hésité avec une tablette, je savais pas trop honnêtement, j'ai un peu hésité. Et j'ai pris ordinateur parce que c'était quasiment le même prix et je me suis dit mais c'est fou qu'une tablette coûte aussi cher qu'un ordinateur. Et honnêtement, l'iMac, comme ça, il a l'air grand, incroyable et tout, mais sachez que c'est moins cher qu'un ordinateur portable. C'était d'ailleurs pour ça que j'avais pris celui-là plutôt qu'un MacBook Pro, car je me suis dit, mais en fait, c'est trop cher. Donc voilà, et donc après, sinon, l'autre ordinateur, c'est donc celui-ci, c'est un MacBook Air. Puisque comme j'avais déjà ce gros ordinateur, je me sentais pas obligée de prendre un MacBook Pro qui est censé être plus puissant, etc. et plus adapté au travail graphique. Et honnêtement, je regrette pas d'avoir pris celui-là parce que déjà je crois qu'il est plus léger, il est plus fin et comme le but c'était que je puisse le transporter, je trouve que c'est un bon compromis et il supporte très très bien de travailler sur Photoshop, Illustrator, InDesign, alors que lui des fois il a du mal. Il est vraiment très bien, c'est juste qu'en effet il n'y a pas beaucoup de mémoire de capacité je dirais de mémoire sur l'ordinateur, mais il fonctionne très très bien et très rapide. Du coup ça fait maintenant 2 ans que je l'ai et il fonctionne très très bien. J'ai mis mon petit autocollant ici, c'était le premier autocollant que j'ai mis dessus, j'osais pas trop au début. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve parfait, il ne pèse pas trop lourd, il doit peser 1 kg, quelque chose comme ça. Et voilà. Ensuite, donc, je voulais vous parler, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais je vous la présente officiellement. C'est donc ma tablette graphique, c'est une Wacom Intuos Pen and Touch Small Pen Tablet. Pour tout vous dire, elle a plus de 7 ans. En fait, mes parents l'avaient achetée juste avant que je rentre en mise à niveau, il me semble. Et dans mon souvenir, elle coûtait 60-70 €. Il y avait une offre, je crois, c'était à Cultura, il me semble qu'ils l'avaient achetée. Et voilà. Et donc la zone pour dessiner, c'est plus petit que le gris. Hein. Vous voyez, il y a des petits points là et là. Donc c'est cette zone-là. Là, il y a des petites touches, mais personnellement, je les utilise pas. J'utilise plutôt les touches qu'il y a sur le stylo.
Le stylo, j'ai jamais eu à changer la pointe. Et au bout, c'est une gomme que vous pouvez vraiment utiliser comme gomme. Il le détecte comme gomme et il change d'outil. Je pense pas toujours à le faire, mais c'est très pratique. Honnêtement. La seule chose qui s'est cassée dans cette tablette, c'était le câble qui était fourni avec, mais c'est un petit câble type USB téléphone non iPhone, vous voyez, un téléphone autre que iPhone, comment on dit, un Android, voilà. Du coup, c'est un câble comme ça, mais j'ai eu du mal à en trouver un de rechange parce qu'en fait, la fente là, elle est très étroite et la plupart des câbles, la tête, elle est vraiment beaucoup plus grosse et épaisse. Donc j'ai eu du mal à en trouver un qui fonctionne à peu près. Et voilà, je l'ai trouvé chez Emma, donc si jamais votre câble de tablette ne fonctionne plus, celui-là chez Emma. Et ça, c'est censé être un peu élastique, mais c'est très rigide. Mais c'est assez pratique, honnêtement. Je la branche sur l'ordinateur portable, c'est comme ça que je fais mes miniatures de vidéos ou les petits doodles qui apparaissent des fois. Je pourrais que vous la recommander. Franchement, c'est un achat parfait, il coûte pas cher et il fait vraiment le job. En plus, vous pouvez l'emmener partout avec vous, c'est hyper pratique. Voilà. Je pense que vous voyez, si vous avez un ordinateur portable et que vous avez un peu les yeux sur l'iPad Pro parce que vous voulez Procreate, etc., mais que vous n'avez pas les moyens de vous acheter un iPad Pro, bah, je vous conseille vivement cette tablette parce qu'elle fait vraiment, je pense, franchement, un job similaire et elle coûte beaucoup moins cher. Et voilà, franchement, je peux que la recommander. C'est une tablette vraiment pour un rapport qualité-prix vraiment incroyable. Et surtout, elle est très pratique à transporter. Vous voyez, je peux la glisser avec mon ordinateur dans la pochette de l'ordinateur. Je n'ai même pas besoin d'une pochette à part. Voilà, franchement, j'adore cette tablette. J'aime beaucoup, j'y tiens beaucoup. J'espère qu'elle ne se cassera jamais à chaque fois. Il y a des fois où elle me fait des frayeurs, mais elle fonctionne très bien. C'est juste les pilotes qui, des fois, demandent à être changés. Mais voilà, j'adore cette tablette. Ensuite, on continue donc dans le numérique. J'ai ici un petit scanner. Celui-là, je me suis offert avec les sous d'un stage en BTS parce qu'en fait, les scanners de mon école n'étaient pas terribles et il n'y en avait pas beaucoup à disposition. C'était toujours un peu compliqué de scanner les choses là-bas, etc. Donc, j'avais toujours la sensation d'avoir besoin de scanner des choses chez moi le soir et d'avoir oublié de le faire à l'école, des choses comme ça. Du coup, j'ai investi dans celui-là. Il me semble qu'il coûtait 60 € aussi. C'est un Epson. J'essaie de vous retrouver le modèle. C'est un Epson Perfection V39. Il a également un genre de petit pied comme ça. Vous pouvez genre le surélever pour qu'il soit un peu genre comme ça. Moi personnellement j'aime bien qu'il soit à plat et je le glisse comme ça dessous, mais c'est vrai que ça, peut-être que ça prend un peu moins de place comme ça vertical, je sais pas. C'est un scanner vraiment pareil, très bon rapport qualité-prix, qui fait du très bon travail, il scanne vraiment en bonne qualité, on peut vraiment faire des réglages de bonne qualité, de précision. Franchement, je vous le recommande aussi parce que vraiment il coûte pas cher et je veux dire, chez soi on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de mieux que ça entre guillemets, et il fait vraiment des scans dans très haute définition. Vous pouvez vraiment faire des images très détaillées et précises avec ça. Voilà, je trouve vraiment que c'est un très bon outil. Et en plus de ça, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il se branche juste en USB. Vous n'avez pas besoin de le brancher sur secteur parce que je sais qu'il y a des scanners qui sont comme des imprimantes en fait qui fonctionnent sur secteur. Ben c'est pas toujours pratique, dans les appartements on n'a pas toujours 40 000 prises, donc là il fonctionne en USB, c'est très pratique. Je crois même qu'une fois je l'ai pris dans mon sac de cours parce que j'avais plein de trucs à scanner que j'avais pas le temps de le faire chez moi, donc vous pouvez même le transporter. Il est un peu lourd honnêtement, mais franchement vous voyez, ça reste, c'est un peu plus grand qu'un A4, je dirais que ça fait un cahier 24-32 à peu près, vous voyez. Donc on continue avec tout ce qui est un peu électronique, etc. Je pense que vous l'avez souvent vu dans mes studio vlogs, mais je sais pas si je vous l'ai vraiment présenté. C'est donc une tablette lumineuse de la marque Daylight. Moi j'ai un modèle format A4, ça fait un peu plus qu'un A4 aussi, mais c'est pour dessiner sur du A4. Elle c'est pareil, il y a plein de fois où à l'école ou même au stage de travail j'ai dû l'emmener avec moi pour dessiner, et très facile à transporter parce que vous voyez à quel point elle est fine, enfin honnêtement même un bloc de papier c'est plus épais. Donc, et après il y a un genre de petit chargeur qui va avec. Bon, là moi j'ai tout bien organisé donc je vous montre pas, mais c'est juste une prise sur secteur, là pour le coup il faut une prise pour le brancher, et après vous pouvez même régler la luminosité avec un petit bouton qu'il y a ici. Elle est vraiment très bien. Ça pour le coup c'était un peu cher, je crois que c'était dans les 100 €,
mais il me semble que avec mes parents en fait on avait vu une offre chez soit le Géant des Beaux-Arts, soit Rougier et Play, je ne sais plus, où en fait à la rentrée elle était un peu soldée, donc je crois qu'on l'avait eu à 75 €, mais ça reste un peu coûteux franchement pour ce que c'est dans le fond. Mais elle est très bien parce que en fait on peut la transporter facilement, et moi j'avoue que je dessine beaucoup à la main. Et du coup j'utilise beaucoup la table lumineuse en fait, parce que sinon si vous ne voulez pas de table lumineuse vous utilisez du papier calque en fait, hein, c'est ça. Sauf que en gros la table lumineuse ça vous évite de gaspiller du papier calque et c'est beaucoup plus rapide puisqu'il n'y a pas l'étape papier calque recto verso, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je trouve vraiment que la table lumineuse c'est un outil vraiment important et utile en illustration en tout cas. Franchement ça fait gagner du temps. Et voilà, c'est très pratique qu'on puisse la transporter partout aussi. Et elle pèse un petit peu lourd aussi, il doit peser 1 kg aussi je pense. Et en plus vous voyez c'est hyper facile à ranger dans un tiroir, c'est comme une feuille de papier. J'avais mis clé USB mais enfin bon vous le savez, il faut avoir plusieurs clés USB. Je dirais que c'est bien d'en avoir genre 4 en fait. Ça peut paraître beaucoup, ou alors des cartes SD, mais 4 supports différents. Par exemple, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une clé par projet. Et je sais qu'en BTS, des fois, on avait 4 projets en même temps. Et je trouve que c'est vraiment plus pratique d'avoir une clé par projet. Du coup, il n'y a pas besoin que ce soit des clés gigantesques. Franchement, des 16 Go, ça suffit amplement, même des 8 des fois. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très pratique. Moi, je sais que pour le muséum, j'ai une clé par différents types de projets qu'on a en cours, puisqu'on a plusieurs projets différents. Donc j'aime bien les séparer sur les clés. Surtout que ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs de sauvegarde, des choses comme ça. Enfin, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc maintenant j'ai tout en double, voire triple, voire quadruple exemplaire de sauvegarde parce que voilà, j'ai toujours peur d'avoir des choses qui sont supprimées, soit par mon erreur, soit parce que il y a des disques durs un jour ou l'autre. Des fois ils flashent, mais vous savez pas vraiment pourquoi, donc ça peut arriver. J'ai pas vraiment de marque à vous recommander. Je crois que celui que j'ai pas aimé du tout c'était le Toshiba des disques durs. Il m'avait coûté cher et il m'a déçu. Celui que j'aime beaucoup c'est celui-là, mais ça s'appelle My Passport for My Mac. Pardon. Et en fait par contre ceux-là faites attention. C'est-à-dire qu'ils sont formatés vraiment que pour Mac. Du coup au moins vous êtes sûr. Du coup comme moi je voyage que de Mac en Mac ça va. Mais par exemple si, je sais pas, chez vos parents, quand vous rentrez, vous n'emmenez pas votre ordinateur ou quoi et que c'est un PC, ne prenez pas ça parce que du coup il sera en lecture seulement ou quelque chose comme ça, il faudra le reformater et tout. Donc prenez-en un qui fera les deux, qui sera déjà formaté pour être compatible avec les deux types. Et ensuite concernant tout ce qui est photo, je dirais, en fait c'est un truc qu'on n'aborde pas forcément dans les écoles d'art, mais on vous demande beaucoup de fois de prendre en photo vos projets. Que ce soit pour votre stage ou pour les projets que vous êtes en train de faire, on vous demande souvent de prendre des choses en photo, j'ai remarqué. Or, moi j'avais pas du tout un bon appareil photo, j'avais vraiment un truc tout pourri que j'avais eu au collège ou au lycée, je ne sais plus, enfin vraiment un truc... il avait l'air gros comme ça l'appareil, mais en fait il faisait pas vraiment des photos de qualité. Et j'avais pas de téléphone non plus, j'ai eu un smartphone très tard et c'était un Nokia. Franchement l'appareil photo il avait pas une bonne qualité, c'était pas très joli. Et du coup j'avais du mal à prendre mes projets en photo au début et j'avais une copine qui avait un super appareil photo. Et du coup elle me prenait en photo des fois nos projets, ce qui était très très cool. Et au bout d'un moment, donc avec la bourse Audon Vallée, j'achetais des choses comme ça qui me semblaient vraiment indispensables. Genre l'ordinateur, pour moi, c'était vraiment le truc indispensable à acheter. Et à un moment, j'ai eu un versement donc, de bourse. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il faudrait que je me prenne un appareil photo de bonne qualité. C'est donc l'appareil qui est en train de filmer actuellement. C'est donc un OMD de Olympus. Je crois que c'est le E Mark II, quelque chose comme ça. De toute façon, vous l'avez toujours en lien, en fait, dans toutes mes vidéos, je le mets en lien. En barre d'infos parce que je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question de savoir avec quoi je filmais et en fait je filme avec cet appareil photo qui n'est pas du tout fait pour filmer je pense à la base. Il a des fois du mal avec certaines mises au point, des choses comme ça, mais franchement je trouve qu'il fait quand même le job. Enfin dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, mais je trouve que la qualité des vidéos est quand même pas trop mal. Du coup voilà, c'est l'appareil que j'ai acheté. En fait c'est dans la même gamme que celui que ma copine avait, mais c'est le modèle juste en dessous parce que son modèle je pouvais pas me le payer malheureusement, mais son modèle à elle, celui au-dessus, j'essaierai de vous le retrouver, il est vraiment, c'est le top du top, il est
il était vraiment incroyable le sien. Le mien il est bien, mais par exemple l'écran ne se tourne pas assez, en fait vous pouvez un peu le pivoter mais vous pouvez pas le détacher complètement. Ce qui fait que j'ai pas du tout de retour caméra là par exemple, j'en ai pas du tout, je ne le vois pas du tout. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Alors que sur la version juste au-dessus, le niveau de gamme au-dessus, il me semble dans mon souvenir qu'elle pouvait vraiment sweeper l'écran comme ça sur le côté. Un peu comme un caméscope quoi, et ça c'est vrai que ça peut être pratique selon ce que vous voulez en faire. Donc voilà, mais sinon si vous voulez pas un appareil photo comme ça, honnêtement les téléphones d'aujourd'hui font vraiment du très bon travail. Alors moi j'ai un iPhone SE mais de première génération, pas les nouveaux là, moi j'en ai un vieux. Et cet appareil photo il fait 12 millions de pixels et honnêtement ça suffit quoi, je veux dire si la lumière est bonne et tout, franchement des fois je mélange les deux, des fois je sais pas reconnaître qui est qui en fait dans les vidéos une fois exportées, genre ça on voit pas trop la différence honnêtement si la lumière est bonne. Par contre s'il fait sombre on voit vraiment que la qualité elle est pas bonne. Et voilà, si vous préférez prendre un téléphone je sais pas, d'une meilleure qualité ou quoi, parce que je sais pas, dans un abonnement téléphonique des fois il y a des offres aussi, voilà, peut-être prenez un appareil, un téléphone qui a un bon appareil photo, comme ça vous fait les deux en un au lieu d'acheter un appareil à part. Voilà, moi j'ai d'abord acheté cet appareil et après j'ai eu le téléphone, mais voilà. J'ai pris en fait celui-là parce que mon autre téléphone commençait à mourir et en fait j'ai des petites mains et tous les téléphones d'aujourd'hui je ne peux pas les tenir dans mes mains. Et du coup je cherchais donc un téléphone de petite taille en fait parce que tous les autres téléphones actuels ils sont trop grands, j'arrive pas à tenir et je trouve ça hyper désagréable. Et puis en plus vous le savez sûrement mais les poches de pantalon des filles ou les poches de manteau des filles, il n'y a pas la place de mettre un téléphone gigantesque déjà s'il y a des poches. Et du coup j'avais vu qu'Apple avait fait ce téléphone qui restait petit. Donc voilà, je m'étais dit bon bah avec ma dernière bourse je m'offre ce téléphone et j'ai enfin un téléphone digne de ce nom on va dire. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour tout ce qui est numérique on va dire. Maintenant je vais passer à quelques fournitures de bureau qui me semblent un peu indispensables, je vais vous expliquer un petit peu pour chacune. Donc tout d'abord le papier, on va vous demander d'acheter 40 000 trucs de papier différents. Et alors vous allez voir, on va vous demander d'acheter des papiers gigantesques dans des pochettes gigantesques. Et honnêtement, vous allez vous retrouver avec des trucs sur les bras après. Mais concernant le papier, je dirais un petit peu un papier versatile de tous les jours qui peut vous servir à la fois à faire du croquis propre, mais également des aquarelles, enfin vraiment un peu de tout. Je vous conseille vraiment celui-là. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. C'est donc le numéro 5 de la marque Jean des Beaux-Arts, mais c'est en, je sais pas en quelle langue, Gersteiger, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça veut dire Jean des Beaux-Arts, je vois si vous savez. Et il y a 150 feuilles dedans et il coûte 13 € je crois. Et franchement, c'est le meilleur papier que je... Enfin, niveau rapport qualité-prix, il est vraiment imbattable, je pense. Les feuilles sont vraiment d'une belle qualité. Vous pouvez aussi imprimer dessus, ça marche plutôt bien. Il a vraiment un joli grain, il est un petit peu cassé, blanc cassé, vous voyez, il n'est pas trop azuré parce que je sais qu'il y a des papiers blancs des fois qui sont un petit peu trop azurés, qui paraissent presque bleus en fait. Donc voilà, je vous conseille vivement celui-là. Après, vous verrez, on vous demande d'autres fournitures, etc. Mais celui-là, il est versatile, vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein de choses. Il y a plusieurs formats, moi mon format préféré c'est le A4. Mais vous l'avez en plus petit et vous l'avez en très grand aussi, donc s'il y a un prof qui vous demande du A3 ou des choses comme ça, voilà, ce papier il est très bien parce qu'il est efficace pour plein de médiums différents, donc voilà, moi j'aime beaucoup ce papier. Ensuite, niveau tissu, parce que moi j'ai donc fait du textile avant de faire de l'illustration, et on nous demandait tout le temps d'avoir des tissus pour faire de la sérigraphie ou des créations, ou des laines pour faire des créations en maille, en tissage, etc. Et honnêtement, ça coûte extrêmement cher. Je crois que c'est vraiment le truc qui me coûtait le plus cher. J'avais l'impression de devoir acheter tout le temps des fournitures en fait. Donc si vous êtes à Paris, il y a un quartier dans Paris qui est vraiment réservé aux tissus, etc. C'est donc à Besse. C'est dans le 18e arrondissement, donc c'est vers Montmartre. Enfin, c'est un quartier où il n'y a que des vendeurs de tissus. Donc vous pouvez forcément trouver votre bonheur là-bas. Mais ça reste quand même un peu cher, honnêtement, selon certains... Si vous allez chez Dreyfus ou Rennes par exemple, c'est cher. Après il y a les coupons de Saint-Pierre qui sont un peu moins chers, mais vous avez un peu moins de choix et c'est des tissus d'un peu moins bonne qualité. Mais sinon, tout simplement, si vous avez un petit peu des problèmes de sous, etc., allez chez Emmaüs.
et prenez des draps parce que en sérigraphie généralement au début on vous demande du coton. Et ben prenez des draps blancs chez Emmaüs parce que même s'ils ont des taches ou quoi, prenez-les-en d'ailleurs avec des taches ou quoi parce que franchement si vous imprimez par dessus ça se voit pas. Donc voilà, franchement je vous conseille de faire ça parce que déjà ça laisse au moins c'est un petit peu mieux. Et n'hésitez pas à en prendre qui sont abîmés plutôt que ceux qui pourraient servir à des gens qui en ont besoin par exemple. N'hésitez pas à prendre ceux qui sont un peu abîmés parce que vous allez couper des bouts dedans et tout de toute façon, donc prenez-en qui ont des taches ou qui ont des trous etc. Déjà ça vous reviendra moins cher, ça sera mieux pour la planète et pour les gens autour de vous. Donc voilà, ne prenez pas forcément des draps incroyables et impeccables parce qu'ils pourraient servir aux gens qui ont vraiment besoin d'acheter chez Emmaüs, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ensuite concernant les médiums que j'aime bien utiliser, donc je pense que je vais essayer de vous parler d'un peu des indispensables en stylo. Après ça dépend de chacun, mais on va parler pour l'illustration scientifique on va dire. Parce que c'est la filière que j'ai fait, mais bon je suis pas forcément... Enfin, je suis diplômée, je suis pas forcément la plus experte, je dirais. Je fais un peu de dessin naturaliste pour le muséum, mais voilà, Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'utilise en tout cas quand je fais de l'illustration scientifique, par exemple. Quand je fais de l'illustration naturaliste, genre classique, avec des ombres au point, vous voyez, un petit peu, c'est un peu genre gravure dans l'esthétique, etc. Ou tatouage, dot, enfin voilà. J'utilise 3 tailles de stylo. Ça dépend en fait du nombre de détails que je veux. J'utilise un 0,7. Donc tous les stylos que je vais vous présenter, ceux-là, ce sont de la marque Unipin. Je ne sais pas vraiment quelle marque, mais c'est les Unipin, c'est un peu les basiques. Il y en a une autre une autre marque qui sont gris. Et j'ai jamais aimé ceux-là. Je sais pas, c'est des micros quelque chose. J'ai jamais aimé ceux-là. Moi, je préfère ceux-là. Ils ont un toucher un petit peu plus gras et du coup plus agréable sur le papier, tandis que les autres ils ont quelque chose de très pointu et rêche que j'aime pas du tout, genre vous voyez ça me donne des frissons un peu quand je dessine avec les autres, donc je les aime pas du tout, moi j'achète que ceux-là. Donc j'achète souvent un 0,7, un 0,3, un 0,1 parce que je trouve que vraiment ça donne 3 bonnes tailles différentes pour du dessin, ça peut vraiment donner 3 niveaux de champ ou de profondeur différents. Donc par exemple pour les contours généralement j'utilise, voilà, en fait je prends soit du 0,3 soit du 0,7 pour les contours, ça dépend de l'effet que je veux, et généralement pour les points en pointillés dedans pour faire les ombres je prends du 0,1. Je trouve que c'est le plus pratique. J'aime bien aussi celui juste en dessous, le 0,05, mais il est vraiment très 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 fin. J'arrive pas toujours à bien l'utiliser. Celui-là, j'arrive encore à bien l'utiliser, ça fait des vrais points. L'autre, des fois, ça fait un peu détiré, j'ai trop du mal, la pointe est vraiment très très fine. Celui-là, il est 2 fois plus gros et il est bien, il suffit, je trouve, à faire quelque chose de simple. Et après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sensible, et un peu... parce que ça, c'est vraiment de la ligne droite ou du point. Si vous voulez quelque chose avec un petit peu plus de souplesse, je dirais, de courbe, je vous recommande à 2000% les Touch Pen. Je crois que c'est des Pentel, oui. Et alors en fait ils ont une pointe comme ça de feutre un petit peu. Je vous mettrai des petits essayages, des petits gribouillages pour vous montrer. Mais vous pouvez aller dans le très fin et aller dans le très épais. C'est un peu comme un feutre pinceau, mais la mine elle est assez dure quand même. C'est pas une mine de pinceau toute molle, vous voyez, qui s'écrase contre le papier. C'est une mine encore un peu en caoutchouc qui fait que vous pouvez vraiment maîtriser le trait comme il faut. Voilà. J'adore ces stylos, ils existent en plein de couleurs différentes aussi. Là je vous montre un petit peu des basiques du dessin en noir et blanc on va dire. Voilà, ça c'est vraiment les basiques. Et sinon pour les crayons de papier, je vous conseille d'avoir un vraiment sec, genre du 3H, etc. pour faire des croquis vraiment légers qu'on voit pas et qui sont faciles à gommer. Mais je vous conseille pas de prendre trop sec parce que ça risque juste de faire des rainures dans le papier. Donc même si vous gommez et que c'est facile à gommer, ça risque de marquer le papier dans le sens comme un petit gaufrage du papier, vous voyez. Donc voilà, un 3H c'est bien, sinon après un HB et après un 2B, un 4B et pourquoi pas un 6B, c'est pas mal pour faire des ombres aussi parce que du coup avec le 6B vous pouvez soit en appuyant très fort faire quelque chose de très foncé et gras et puis après vous pouvez appuyer un peu plus doucement et faire quelque chose d'un peu plus dégradé. Donc je trouve que le 6B il est vraiment pratique pour ça parce qu'il a vraiment une bonne texture. Donc voilà pour les crayons de papier et les feutres. Ensuite concernant tout ce qui est autres médiums, c'est-à-dire les Posca, les Pro marqueurs, les pastels, les crayons de couleur, voilà.
n'achetez pas forcément des lots. Ça peut paraître plus attractif niveau prix et tout, mais faites attention parce qu'en fait vous allez vous retrouver avec des couleurs que vous n'utiliserez jamais. Soit parce que vous les aimez pas, soit parce que c'est des couleurs qui correspondent à rien, soit dans la vie de tous les jours, soit dans ce que vous allez faire comme ce que vous allez dessiner, etc. Il y a des couleurs comme ça, des fois, par exemple, il y a des verts. Je sais que dans les packs, des fois, de stylos, il y a des verts qui ressemblent à rien. Il n'y a aucune plante qui a ce vert-là. Il n'y a rien dans le monde qui a ce vert-là, naturellement, on va dire. Du coup, voilà, faites attention avec ces lots parce que c'est un petit peu trompeur. Ça incite juste à faire acheter des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc moi je vous conseille pas du tout de prendre des lots, sauf si toutes les couleurs vous les aimez par exemple. Je sais que maintenant ils essaient de faire des lots un peu plus esthétiques, on va dire, avec des pastels, des choses comme ça. C'est vrai que là si vous aimez toutes les couleurs, profitez-en. Mais sinon construisez plutôt votre propre lot parce que vous verrez que vous n'avez pas forcément besoin d'un pack avec 12 feutres. De toute façon vous avez besoin seulement de 8 feutres, mais avec les couleurs que vous aimez, et au final vous utiliserez plus ces 8 feutres là, même si ça coûte le même prix par exemple que la boîte de 12. Mais si dans les 12 il y en a plein que vous n'utilisez pas, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc au final, franchement, pour éviter le gaspillage à la fois d'argent mais de matériel, s'il y a des couleurs dans la boîte que vous pensez qui ne vont pas passer ou vous ne sentez pas trop, prenez plutôt à l'unité les choses. Voilà, parce que franchement, ça fait la différence. Je sais que moi il y a des packs de feutres, des fois que j'ai acheté, il y a des couleurs dedans qui sont moches en fait, hein. Il y a des couleurs qui sont ou qui vous correspondent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à plutôt prendre à l'unité et faire votre propre palette. Et aussi essayer de découvrir quelle est votre palette à vous de prédilection. N'hésitez pas à essayer de creuser et de savoir quelle est votre palette graphique. Et enfin on va passer du coup à la dernière catégorie qui est donc la coupe, je dirais. Donc vous verrez, il vous faut des ciseaux bien évidemment. Si vous êtes en textile, en mode, enfin, si vous avez affaire à du tissu, il faut absolument que vous ayez une paire de ciseaux tissu et une paire de ciseaux papier et ne jamais les mélanger parce qu'en fait la lame ne s'émousse pas de la même manière. Donc il vaut mieux investir dans des ciseaux tissu et quitte à mettre un scotch et marquer tissu en gros dessus pour être sûr que personne ne les utilise pour du papier non plus. Voilà, parce qu'en fait c'est différents types de lames, c'est pas pareil. Et surtout faites attention parce qu'en fait cherchez bien parce que moi je me suis un peu fait avoir. Je croyais, j'ai cru un peu les adresses que les profs m'ont données et en fait les adresses à Paris, faut faire gaffe parce qu'en fait moi je suis allée du coup dans une mercerie que les profs m'ont dit d'aller et la paire de ciseaux je l'ai payée je crois 25 €, ce qui est très cher pour des ciseaux quand même. Honnêtement j'avais pas du tout les moyens de mettre une semaine de course dans une paire de ciseaux, vous voyez, c'était un peu ridicule. Mais j'ai quand même pris ces ciseaux parce qu'il les fallait pour le lendemain, c'était très urgent. Donc voilà, donc mon tips pour avoir un petit matériel de couture pas cher, c'est d'acheter le kit de couture de chez Ikea. Je crois, sans dire de bêtises, qu'il coûte genre 8 €. C'est les mêmes ciseaux que ceux que j'ai achetés, ils sont faits au même endroit, de toute façon faut pas se leurrer, les ciseaux sont pas faits made in France. Donc si vous avez des problèmes de sous aussi, allez chez Ikea pour prendre ce kit de couture. Donc voilà, je vous conseille vivement de faire ça et de ne pas aller dans la mercerie que les profs vous diront parce que faites attention. Voilà, c'est vraiment des fois des pièges un petit peu à étudiants et au final voilà 25 € quoi, je l'avais en travers de la gorge. Ensuite concernant cutter etc, j'ai pas vraiment de marque de prédilection, honnêtement vous pouvez en trouver des pas chers un peu partout. Voilà, vous avez aussi les Exacto pour les choses un petit peu plus précises. Mais moi personnellement je suis pas du tout douée au cutter, j'y arrive pas du tout, je suis jamais droite, ou alors j'ai pas la bonne règle, mais je ne sais pas, j'y arrive pas du tout. Donc récemment j'ai investi dans un petit massicot. Celui-ci donc c'est vraiment un massicot, vous voyez, en plastique tout bête, hein. Vous placez votre feuille, celui-là c'est un format A4, c'est de la marque Maped, moi je l'ai trouvé sur Vinted pour 1 €. Voilà. Et c'est tellement, franchement je regrette de pas m'en être acheté un plus tôt parce que ça m'aurait tellement simplifié la vie, vous voyez, il y a plein de fois où on vous demande des formats qui ne sont pas des formats d'impression par exemple et que vous vous retrouvez à devoir couper 50 feuilles pour faire un format carré ou quoi. Bah, j'aurais bien été contente d'avoir ce massicot. Après bien sûr on en avait en cours et tout, mais voilà, des fois c'est quand même pratique d'en avoir un chez soi et celui-là il est vraiment petit, vous pouvez vraiment le loger partout et j'en ai vu plein sur Vinted. Honnêtement vous tapez massicot, il y en a plein sur Vinted, donc si vous en cherchez un, n'hésitez pas à aller dessus et je pense qu'il y en a plein sur le Bon Coin aussi, hein, tout simplement.
Donc voilà, je vous conseille vivement, ça peut être hyper utile, surtout que des fois on vous demande de fabriquer des carnets. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais ça peut être très pratique pour couper des pages, etc. Si vous voulez faire un petit carnet, etc. C'est très pratique. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, mais je voulais vous donner un dernier conseil qui est d'abord de faire l'inventaire de ce que vous avez déjà. C'est très important parce que moi je sais que des fois dans la hâte comme ça, j'étais un peu stressée de pas être chez mes parents, d'être toute seule, etc. Et donc dans la hâte j'ai acheté tout ce qu'on m'a dit sur la liste et en fait il y avait plein de choses que j'avais déjà et j'ai pas du tout réfléchi. Et je me suis retrouvée avec des doublons en fait. Et là par exemple j'ai plein de peintures dont je ne me sers pas, que je vais donner je pense du coup à un étudiant en art qui en aura besoin parce qu'on vous demande beaucoup de peinture, en tout cas en textile, vous demandez beaucoup de peinture. Donc je pense que je les donnerai à quelqu'un qui en aura besoin au lieu de les jeter et tout. Mais voilà, faites vraiment l'inventaire de ce que vous avez déjà. Au calme, posez-vous et en fait il faut que vous ayez deux listes. La liste des trucs que vous avez déjà, la liste des trucs qu'il vous faut et après vous les confrontez et vous voyez ce qui manque. Parce que des fois il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé qui sont en effet utiles, qui sont dans la nouvelle liste que les profs vous donnent un peu. Et puis il y a des choses en fait on ne savait pas que ça avait du lien, enfin ouais. Donc faites bien ces deux listes et confrontez-les et comme ça il n'y aura pas de gaspillage d'argent, ni de matériaux, ni de matière, ni de quoi que ce soit. Ça sera mieux pour vous, honnêtement vous ferez des économies comme ça et comme ça vous déterminez vraiment ce que vous avez besoin pour votre année et voilà, ça peut être utile. En tout cas ne jetez jamais des affaires, si vous en avez en trop ne les jetez pas, donnez-les sur le Bon Coin où je sais qu'il y a plein de groupes Facebook d'étudiants, donc vous tapez votre nom de ville et étudiant en art ou quelque chose comme ça et vous pouvez les donner à d'autres étudiants, voilà, essayez de se serrer les coudes, se donner des affaires comme ça peut être quand même cool. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça parce que c'est quand même un peu cher les fournitures d'art, on le sait. Et voilà, et en plus des fois il faut imprimer des rendus, des trucs comme ça, donc il faut payer encore plus de sous. Donc bref, c'est des études qui consomment beaucoup d'argent, voilà. Donc n'hésitez pas à, franchement, dès qu'il y a une petite économie, vous pouvez faire, n'hésitez pas à la faire, à prendre et à sauter sur l'occasion. C'est dommage que les écoles d'art soient élitistes. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de trouver des bons plans comme ça et partagez-les avec les gens, comme ça tout le monde a des bons plans. Je sais qu'il y a plein d'assos aussi qui vendent des matériaux, des choses comme ça pour la linogravure ou des trucs comme ça peut être utile. Voilà, je mettrai en lien tout ce que je peux et je me rappelle en barre d'infos pour vous donner une petite caisse à outils un petit peu. Mais bon tout ce que je connais moi c'est plus sur Paris puisque les deux écoles que j'ai faites, les deux écoles publiques que j'ai faites sont sur Paris, moi j'ai jamais fait de privé. Voilà, donc je pourrais vous mettre tout ce que je peux mais j'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à partager vos bons plans si vous êtes dans d'autres villes et vous connaissez des bons plans, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça pourra sûrement servir à d'autres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça, ce serait vraiment cool de votre part si vous avez des petites astuces. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et voilà, bye! Oh, et bonne rentrée à tous! Et ceux qui c'est pas la rentrée, bon courage, bon septembre, ne pas se tomber. Voilà.